Alors, j'ai repéré du côté des dérives, donc puisque évidemment, comme vous l'a annoncé Madame Sun, il va être question des dérives du pouvoir du langage. Le pouvoir du langage n'est pas une mauvaise chose en soi, hein, mais il va être question des dérives. Alors j'ai essayé d'imaginer deux dérives de cet axiome. Le premier cas de figure, c'est celui où le manipulateur serait de mauvaise foi. Alors il va utiliser ce que les linguistes appellent un langage performatif. Qu'est-ce qu'un langage performatif? L'idée, c'est que parmi les différentes sortes de langage, celle que nous pratiquons le plus couramment, celle que par exemple pratiquent les patients qui viennent en psychothérapie, c'est un langage de vérité. C'est-à-dire ils essayent d'exprimer quelque chose de l'ordre d'une vérité qui leur serait propre. Alors c'est une vérité relative à eux-mêmes, mais ils essayent quand même d'exprimer quelque chose qui serait de l'ordre d'une vérité. C'est une vérité avec un petit v, si vous voulez, mais c'est une vérité. À l'inverse, le langage performatif ne cherche pas à exprimer une vérité, il cherche à provoquer un comportement. Alors vous allez trouver ça, par exemple, dans les argumentaires de vente. On dit que il faut pas laisser un bonimenteur mettre le pied dans l'entrebâillement de la porte, parce que si vous acceptez de commencer la discussion, vous allez à un moment donné acheter quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Alors comment s'y prennent-ils? Ils ont ce qu'on appelle un argumentaire de vente. Le principe de l'argumentaire de vente, c'est que si on vous pose une question qui n'engage à rien, vous faites une réponse. Alors suivant la réponse que vous allez faire, vous allez rentrer dans une certaine catégorie de consommateurs. Et donc en fonction de la catégorie dans laquelle vous rentrez, il y a une seconde question qui va venir derrière. Cette question va être choisie en fonction de la réponse, de la catégorie de réponse que vous avez fournie. Et ainsi de suite, jusqu'au moment où, immanquablement, vous avez une vente au bout de la chaîne. Et quel que soit le chemin que vous suivez, au bout de la chaîne, si vous laissez le vendeur aller au bout de la chaîne argumentative, vous allez à un moment donné être convaincu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'aurais envie de vous dire deux choses là-dessus. La première, c'est qu'il y a là-dedans une forme de rationalité, mais qui n'est pas une rationalité scientifique, qui est une rationalité de commerce. Deuxièmement, il faut savoir que les recruteurs des sectes, en tout cas dans les grandes sectes internationales, ont des argumentaires de vente. J'ai dans ma documentation dans la SOS Secte, donc l'institution que j'ai fondée, j'ai comme ça quelques argumentaires de vente des grandes sectes où on est effectivement sur le même principe, c'est-à-dire on va poser une question a priori innocente. Si vous avez le malheur de faire une réponse, la question suivante est toute choisie et ainsi de suite jusqu'au moment où vous allez être convaincu. On a ça de façon tout à fait claire du côté des recruteurs du terrorisme. On a également des argumentaires de vente. Le problème, dans l'absolu, c'est pas le fait qu'il y ait des argumentaires de vente. Le problème, c'est si vous vendez quelque chose d'honnête, on ne peut pas faire grief aux vendeurs d'utiliser un argumentaire pour arriver à vous vendre quelque chose si ce quelque chose est honnête. Le problème, c'est que c'est quand c'est malhonnête. Par exemple, quand on vous vend du vent. Alors vous avez par exemple le lien amoureux, les relations sexuelles. Les relations sexuelles, ça n'engage à rien. Vous pouvez avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui passe, et puis c'est une aventure sans lendemain, comme on dit. C'est des relations mondaines, ça n'engage à rien. Le lien, ça engage. Pourquoi je vous explique tout ça? Je vous explique tout ça parce que je pense que les théoriciens qui ont essayé d'expliquer l'emprise en développant toutes sortes de psychotechniques extrêmement complexes et en vous laissant croire que les gourous sont des gens très intelligents, eh bien, ils ont raté une dimension essentielle de ce qu'est l'être humain. C'est-à-dire que nous sommes des animaux groupaux et même des animaux sociaux. Et en tant que tels, nous sommes naturellement portés à nous attacher, c'est-à-dire à avoir du mal à nous séparer. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'emprise qui est en fait tout à fait naturel chez l'être humain.
C'est par exemple ce qui fait que nous sommes hypnotisables, c'est ce qui fait que les groupies d'un chanteur vont rentrer en hystérie à cause du phénomène de foule qui accompagne leur écoute. Il y a une série de phénomènes comme ça. C'est le fait que pendant les cérémonies rituelles dans les peuplades dites primitives, mais qui sont du point de vue social beaucoup plus développées que nous, rentrent en transe. Le moment où ils rentrent en transe, ça fait du lien. Et c'est important le lien. C'est important le lien si on veut fonctionner en société. C'est important pourquoi ? Parce que si vous avez un conflit avec quelqu'un, je reviens au couple, si vous avez un conflit avec votre conjoint, qu'est-ce qui va vous empêcher au premier conflit de prendre la poudre d'escampette, si ce n'est effectivement ce lien ? C'est-à-dire qu'il n'existe qu'une structure groupale stable sans un minimum de lien. Donc ça veut dire que nous sommes génétiquement programmés, Freud le disait déjà, dès 1921 dans Psychologie des foules et Analyse du moi, il n'existe aucun groupe qui tienne sans cette programmation génétique du lien. Finalement, ce que je viens de vous expliquer, c'est quelque chose de l'ordre de la différence entre l'emprise normale et l'emprise abusive. L'emprise fonctionnelle et l'emprise abusive. Un pas plus loin, il y a ce qu'on appelle l'emprise perverse. Donc premier cas de figure, l'appartenance groupale se fait par inclusion. Deuxième dérive, le fait que vous soyez en lien avec quelqu'un qui est seulement en relation avec vous lui permet d'abuser de vous, d'abuser de votre bonne volonté, de votre sentiment de dette, etc. Troisième cas de figure, c'est l'inversion perverse. Alors, en gros, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est que dans un premier degré de dérive de l'emprise, il y a des choses qui devraient normalement être interdites et qui sont autorisées. Dans le cas de l'emprise perverse, elles ne sont pas seulement autorisées, elles sont obligatoires. Alors je vais vous donner un exemple en dehors du phénomène sectaire, je vais vous parler du marquis de Sade. Chez le marquis de Sade, vous avez par exemple l'idée que l'inceste, ce n'est absolument pas une interdiction naturelle qui serait universelle, c'est une interdiction purement culturelle et même pire que ça, il faut replacer dans le contexte, on est en pleine Révolution française, c'est pire que ça, c'est une interdiction religieuse. Et donc en fait, si nous voulons, alors observez ce qu'on appelle l'inversion perverse, si nous voulons échapper à l'emprise de la religion, non seulement nous sommes autorisés à pratiquer l'inceste, mais nous avons l'obligation militante de pratiquer l'inceste. Tout à l'avenant. Je vous en donne une deuxième qui est encore plus croustillante, quelque part. L'idée que la sexualité serve à la reproduction, c'est pas du tout naturel. C'est pas la nature qui nous a piégés par le désir pour que nous nous reproduisions. Non, pas du tout. C'est une idée de la religion. C'est la religion qui pense que notre sexualité sert à la reproduction. Et donc si nous voulons avoir une sexualité naturelle, c'est-à-dire une sexualité qui ne vise pas à la reproduction, il y a un seul moyen, surtout à l'époque, c'est la sodomie. Donc si nous voulons échapper à l'emprise de la reproduction, nous devons refuser aussi bien les hommes que les femmes. Nous devons refuser avec la dernière des énergies la pénétration vaginale et pratiquer de façon militante la sodomie. Voilà. Alors je vais vous donner un exemple plus sérieux, enfin il m'amuse bien celui-là, c'est pour ça que j'avais envie de le raconter. Je vais vous donner un exemple plus sérieux, l'alcoolique. Je suis angoissé donc je bois, mais le fait de boire a des conséquences qui m'angoissent, donc je bois, ainsi de suite. À un moment donné, je bois pour oublier que je bois. Pour oublier ce problème qui est que je bois. Vous connaissez un stadage, je bois pour oublier que je bois. Là aussi, vous pouvez aussi être angoissé de ne pas boire. C'est pas forcé. Vous pourriez faire autre chose de votre angoisse que boire. Les gens qui sont angoissés ne vont pas forcément vers l'alcool, sans parler de devenir alcoolique.
Donc vous voyez que dans cette histoire de je bois parce que je suis angoissé et finalement je bois pour oublier que je bois, il y a un élément tiers qui est intervenu à un moment donné et qui était complètement zappé dans le raisonnement. Alors par rapport à ça, moi j'en déduis quelque chose qui est très important dans le travail avec les victimes de sectes. Vous pourriez vous demander à quoi ça sert toute cette histoire avec le binaire, etc. Et ben c'est que je propose une approche que j'appelle l'approche légaliste. Alors, avant de vous expliquer de quoi il s'agit, je vais commencer par vous faire part d'une observation qu'on fait quand on travaille en aide aux victimes de sectes. C'est que le déclic de la sortie, alors est extrêmement divers suivant les adeptes, mais il présente toujours deux caractéristiques qui sont exactement le même dans tous les cas que j'ai rencontrés. Donc j'ai rencontré des centaines de cas de gens qui ont quitté une secte, et dans tous les cas, sans exception, on a toujours deux ingrédients, tous les deux présents. Un des deux ne suffit pas, il faut les deux. Alors premièrement, donc il y a un événement qui premièrement a une résonance émotionnelle forte. Deuxièmement, il a une portée éthique. C'est-à-dire, s'il a une portée éthique, mais qui n'a pas une résonance émotionnelle forte pour l'adepte, ça marche pas. S'il a une résonance émotionnelle forte, mais qui n'a pas une portée éthique, ça marche pas davantage. Alors cet événement, il peut survenir de façon plus ou moins spontanée. Souvent, c'est le gourou qui fait quelque chose, un peu comme la goutte qui fait déborder le vase, si vous voulez, sauf que c'est pas un problème de quantité de gouttes. C'est pas le fait qu'il y ait une goutte de trop, c'est la nature de cette goutte qui fait que le vase déborde. Parfois, ça peut être les proches non adeptes. Alors souvent, ce qu'on travaille en consultation d'aide aux victimes de sectes, c'est qu'est-ce que vous pourriez faire dans la relation. Souvenez-vous la différence entre la relation et le lien. Qu'est-ce que vous pourriez faire dans la relation avec l'adepte qui pourrait, si pas provoquer, en tout cas favoriser le déclic de la sortie, et ou faire que l'adepte, le jour où il sera confronté à cet événement, va pas le laisser passer. Maison de la Francité.